monde! Bon bah pour vous ça fait quelques jours, pour moi ça fait 10 minutes. Je suis allée étendre les doudous de l'enfant malade. J'ai tout ratiboisé à 90 degrés pour enlever les miasmes. Donc voilà, je me suis hydratée parce que en fait j'ai parlé beaucoup trop. Donc je vais essayer d'être plus carrée pour le bilan du pumpkin. Dites-moi en commentaire, j'espère vraiment que j'espère que je papote pas trop. Je pense que c'est assez difficile quand on débute une chaîne YouTube d'être un peu focus et d'aller droit au but. Je trouve ça assez difficile, il y a un petit côté un peu intimidant. Mais voilà, bon, j'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire hein, s'il faut que je ralentisse, enfin que j'aille plus droit au but, parce que bon, voilà. On va du coup aller droit au but. Le pumpkin, c'est un bien moins gros succès que le cocorico, dans le sens où, alors je m'étais prévu 15 livres et j'en ai lu que 7. Donc c'est un peu moins bien. Non mais en fait j'ai dit c'est une catastrophe, mais pas du tout. C'est un peu moins bien que le cocorico, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire que je suis à 58% à peu près. 58,3% de livres lus dans la palle. Donc non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, sachant que j'avais les deux challenges qui se faisaient en même temps. Donc, on va faire comme pour le cocorico. Je vais vous détailler au niveau des statistiques les genres littéraires. On a un peu plus de science-fiction sur le pumpkin. Il y a aussi le fait que la science-fiction avec des auteurs francophones, et ben en fait je sais pas pourquoi, c'est un peu plus difficile pour moi d'en trouver. Bon, c'est comme ça. Il y a encore une fois beaucoup de fantaisie. Et là, cette fois-ci, il y avait un livre classique et un livre de littérature blanche. Donc, la fantaisie reste quand même bien en haut du panier. Avec la science-fiction, c'est vraiment mes deux genres littéraires de prédilection en ce moment, hein, parce que ça peut changer aussi. Ensuite, au niveau des sous-genres, là j'ai eu 3 space opéra. C'est assez facile à remplir le space opéra en termes de sous-genres, parce que souvent les livres de science-fiction, c'est souvent du space opéra. Donc space opéra et fantasy junior, donc en ce moment sur la fantasy junior, je suis assez à fond. Ensuite, ça se dispatche dans les différentes catégories, dont une fantaisie indienne. Ensuite, comme pour le Cocorico Challenge, j'ai plus d'autrices que d'auteurs. En ce moment, plus d'autrices que d'auteurs. Ça dépend des mois. Donc, on va tout de suite rentrer dans le débrief au niveau des livres lus. Je vous parle pas des livres que j'ai pas lus parce que du coup, je vois pas l'intérêt. Je les lirai dans les mois qui viennent, donc je vous en parlerai en temps voulu. On va commencer par... je vais reposer l'ordi. Hop. Donc, la première catégorie, c'est automne crépusculaire. Et pour cette catégorie-là, j'avais casé 4 livres. J'en ai lu 2. Donc, j'ai commencé par un excellent livre de science-fiction écrit par Robert L. Forward, qui s'appelle L'œuf du dragon et qui est ici publié aux éditions Nemos dans la collection Stellaire. C'était trop bien. Alors, c'est de la hard science, mais c'était génial. L'être humain va découvrir l'existence d'une étoile naine qui passe pas très loin de nous. Du coup, c'est le moment idéal pour aller un peu plus près et essayer de voir comment fonctionne une étoile naine, recueillir des datas, mener des expériences. Donc, scientifiquement parlant, trop bien. L'être humain est trop content. Donc, on sait quand est-ce qu'elle va passer proche de la planète Terre. On a le temps de préparer les technologies nécessaires pour créer un vaisseau qui sera en mesure de s'approcher de l'étoile naine et également de pallier au problème de l'attraction très forte. Une étoile naine, en fait, il faut savoir que ça essaye de nous attirer, mais genre 10 millions de fois plus que la Terre. Donc, ça a une force d'attraction hyper badass. Et on a trouvé des solutions pour venir compenser les forces gravitationnelles. Ok, l'être humain arrive sur place, commence à faire ses petites expériences, et là, tout à coup, il se rend compte que, en fait, sur cette étoile naine,
trop bizarrement parce que les forces sont extrêmes sur cette étoile, est apparue une civilisation intelligente, d'espèces de petits êtres... En fait, moi, dans ma tête, pour moi, je me représentais des espèces d'œufs, des œufs au plat. Ils sont tellement... ils sont aplatis, quoi, parce que la gravité est tellement importante que, bah, du coup, c'est un peu comme des œufs au plat. Leur étoile naine a une particularité, c'est qu'elle tourne tellement vite. En gros, le passage du temps est beaucoup plus rapide, mais genre des milliers de fois plus rapide sur l'étoile naine que nous dans notre espace-temps normal. Donc, genre en 1 seconde, eux, ils ont déjà fait 5 jours. C'est hyper intéressant parce que du coup, la question principale du livre, c'est de savoir comment nous, les êtres humains, on va prendre contact avec une autre société intelligente et comment cette société intelligente qui évolue à une vitesse bien plus importante que nous, et ben, quel va être le rapport entre nous et eux. Et il y aura un moment donné, est-ce qu'il y a un moment donné où les choses basculent, est-ce que voilà. Donc je vous passe les détails parce que faut le découvrir soi-même. Même si c'est de la hard science, honnêtement, c'est pas insurmontable. Moi, ce que je fais quand ça part un peu trop loin dans des considérations de physique ou d'astronomie, et des fois c'est vrai que des fois c'est un peu raide, je saute juste le chapitre parce que en général ces passages de hard science, c'est juste l'auteur qui se fait un gros kiff. Personne comprend rien au truc et en général ça n'a pas vraiment d'incidence sur le récit en lui-même. Donc moi en général ça dégage et du coup c'est pour ça que moi la hard science ça m'emmerde pas puisque quand les passages deviennent trop ardus, je passe à autre chose. Voilà, donc dites-moi si vous faites pareil ou si du coup cette astuce vous permettrait peut-être éventuellement de, je sais pas moi, de vous intéresser plus à la science-fiction hard science qui peut paraître comme ça un petit peu rébarbative et un petit peu inquiétante. Honnêtement, foncez parce que souvent les histoires sont très très sympas et les récits très très bien menés. Donc voilà, c'était le cas pour l'œuf du dragon. Pareil, encore de la science-fiction. Cette fois-ci, c'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, publié chez Nouveau Millénaire. Donc, Cantique pour les étoiles, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais pas trop revenir dessus. J'ai adoré cette lecture, même encore maintenant, 2 mois après. Je me rappelle tellement des émotions que ça m'a procuré. Je suis encore triste à des moments quand je repense à certains événements qui se sont produits dans le bouquin. Je peux que vous recommander Cantique pour les étoiles. C'est un livre de science-fiction qui est très poétique. Émotionnellement, voilà, bon après moi je suis peut-être sensible, mais c'est vrai que ça m'a quand même... j'ai trouvé ça dur quoi, sur disons les 3 derniers quarts du livre, à peu près. C'est quand même assez dur. J'ai choisi, moi j'y vois une fin positive et je suis contente de la fin. Après, je sais pas, peut-être que d'autres personnes, si vous l'avez lu, vous avez peut-être ressenti la fin différemment. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas, c'est de la science-fiction que j'ai trouvé très poétique. Voilà, avec une vraie réflexion sur le passage, le temps qui passe. Et enfin voilà, c'était vraiment super cool. Ensuite, l'autre catégorie, c'est Automne, douceur de vivre. J'avais mis 4 livres et j'en ai lu 2, je crois. Non, j'en ai lu 3. Donc, j'ai lu le tome 2 de Magic Charlie, puisque j'avais lu le tome 1 dans le Cocorico Challenge et que ça, c'est super parce que ça se lit super vite. Donc, je m'étais dit, parfait, je le remets dans le Pumpkin. Trop bien. Voilà, trop bien, ça continue à être trop bien, c'est génial. Il me reste un tome que j'ai recasé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge que je vous tournerai probablement demain. Voilà, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Toujours cette douceur, ce chill, le cocon. Charlie toujours aussi génial, moi je l'aime, il est super, super Charlie, je l'aime d'amour. Et tout ce monde magique est vraiment ultra bien pensé. Il y a plein de petits trucs qui sont trop intelligents, qui sont trop drôles, qui sont trop bien. Et en fait, à chaque fois que je lis des romans ados, je me dis, mais on s'autorise des trucs dans le délire
dans les délires de magie, des trucs et tout. Enfin, c'est trop bien. Et il y a toujours plein de petits détails de la vie quotidienne magique qui sont trop, trop cool. Donc, vraiment, je vous recommande. Magic Charlie, c'est trop bien. Donc, j'ai pour ambition de finir cette saga avant la fin de l'année. Voilà, Magic Charlie. Donc, ça, c'est toujours la publication grand format chez Gallimard Jeunesse. Je vous dis, allez-y. J'ai ensuite lu un livre... alors, en gros... Ursula K. Le Guin, c'est une autrice que j'aimerais lire depuis longtemps. C'est très prolifique, c'est vraiment une œuvre importante. Et une part de moi avait trop la flemme de commencer parce que j'ai plein de sagas en cours, comme vous, j'imagine. J'ai vu quelqu'un qui en parlait et c'est un one-shot et voilà, je me suis dit allons-y, ça parle de la Rome antique et c'est trop bien. Enfin franchement c'est très très cool. C'est une version féministe du personnage de Lavinia, donc on va vraiment Ursula K. Le Guin va vraiment tisser sa vie et j'ai trouvé ça très bien écrit, très intelligent. Elle a une façon d'écrire où on va parfois faire dans le récit des petits sauts dans le temps, mais qui n'en disent pas trop, qui en disent beaucoup parfois quand même, puisqu'il y a des moments genre où on se dit ok, donc lui on sait déjà que il va mourir, mais c'est pas du tout dérangeant. On se désintéresse pas pour autant du récit. On connaît en fait ce qui va se passer assez vite, mais on a quand même envie de savoir comment ça va se passer. Et c'est très bien écrit, ça se lit vite. C'est publié chez La Talente, je l'ai pas dit. La couverture est très jolie d'ailleurs, un petit peu dorée comme ça, je sais pas si vous allez le voir. Toujours chez La Talente, c'est pareil, c'est un confort de lecture qui est très agréable, très souple. C'est un livre qui a été prix Locus 2009 et c'était le dernier roman d'Ursula K. Le Guin. Donc, un bon moyen de se familiariser avec la plume de l'autrice, de voir si ça nous plaît ou pas, parce que bon, ça peut ne pas plaire. Et bon, pour moi, ça a été carton plein. Donc, j'ai déjà acheté d'autres livres d'elle, donc que j'ai hâte de lire et donc j'espère vous reparler bientôt. Donc voilà, Lavinia, très très bonne lecture, excellente. Donc je vous recommande de la lire, ça se lit vite. Et c'est sympa pour une fois d'avoir un truc sur la Rome antique. On a beaucoup de choses sur la Grèce antique, peu sur la Rome antique. Donc voilà, très sympa. J'ai ensuite lu un livre un peu moins sympa, honnêtement, un peu moins sympa. En gros, c'est un livre de Madame de Villeneuve, écrit au 18e ou 18e siècle. C'est le conte original de La Belle et la Bête. Alors, c'était super intéressant de connaître le conte original de La Belle et la Bête. Ici, c'est chez Folio. Vous savez, les folios à 2 €. C'est très intéressant parce que du coup, on voit entre La Belle et la Bête de Disney et La Belle et la Bête originale, quels sont les raccourcis qui ont été pris et quels sont les changements opérés par Walt Disney dans sa vision du conte. Mais bon, ça reste un conte du XVIIIe siècle écrit par une femme à destination des jeunes filles et très honnêtement c'est un peu dans le côté moralisateur pour les jeunes filles, ça m'a un peu saoulée. Moi je suis une personne de 2024 donc fatalement on a quelques siècles d'écart et du coup voilà, à des moments je me suis dit oh là là c'est pesant, mais c'était très intéressant de connaître le conte original et au moins maintenant voilà je sais mettre en comparaison l'original et le Walt Disney et voilà. Et il y a quand même pas mal de différences. J'ai ensuite lu pour mon dernier livre du Pumpkin, j'ai lu 2001 l'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke. Ici je l'ai dans un petit poche chez J'ai lu. C'est un livre de science-fiction mythique, légendaire. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le film. Alors moi j'ai pas vu le film. D'ailleurs, il faudrait que je le voie. Et je suis très contente d'avoir lu le livre avant, parce que je pense que dans le film, il y a beaucoup, à mon avis, il y a des choses qui n'ont pas été retranscrites, parce qu'il se passe des trucs, les amis, à la fin, c'est un peu taré quand même. Le mec est allé très loin dans sa fin de bouquin, mais très intéressant. Très très intéressant. On va suivre les aventures de 2 astronautes et d'un ordinateur qui partent au fin fond du système solaire parce que, en gros, il y a eu un signal qui a été détecté et sur la Lune et sur
Pluton ou Jupiter, enfin bref, aux abords de Saturne. Donc voilà, les deux cosmonautes se barrent là-bas pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Il va se passer pas mal de péripéties. La relation avec l'ordinateur est assez intéressante. Voilà, j'ai envie de tous les lire parce que c'était vachement bien. Donc je recommande parce que c'est quand même un livre de science-fiction qui est... voilà, c'est un des livres les plus connus de la science-fiction. Et je trouve ça intéressant de pouvoir lire l'œuvre originale. C'est un peu comme en ce moment la hype avec Dune ou Fondation. Moi j'ai lu tous les Dunes du père, du fils. Donc il y a, je sais plus, je crois qu'il y en a 26 ou 25. Enfin bref, c'est vraiment beaucoup de livres. Et c'est trop bien. J'aime pas les livres du père, j'adore les livres du fils pour Dune. Et Fondation, Isaac Asimov, mais Fondation, c'est incroyable. Donc bref, c'est cool de lire l'Odyssée de l'espace. Donc je vous conseille, si vous aimez la science-fiction, c'est quand même super chouette de lire ce qui est à l'origine d'un film aussi connu. Voilà, donc sur ce 2001, l'Odyssée de l'espace, se clôt le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai quand même moins lu de livres que pour le Cocorico, mais je suis quand même contente. J'ai lu aussi, en fait, il y a des sorties littéraires qui se sont un peu glissées en même temps que le Pumpkin, et du coup je vais vous les présenter tous les deux parce que je vais pas refaire un bilan lecture à part pour ces deux-là. Il s'agit d'un livre de Chloé Chevalier, Les Essaims, qui sont publiés dans la collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont. C'est une collection qui est vachement bien. Et ce petit livre était trop génial. Bon, j'ai dû le lire en 3 heures. Et c'était génial. Franchement, c'était génial. Déjà, j'adore la couverture. Elle est trop bien. Elle est de qui? Elle est de David Adrien. Et elle est super jolie. J'adore. À l'arrière, on a cette petite fusée. C'est un livre qui est assez difficile à résumer. Donc, je vais vous lire le résumé. Ça sera plus simple. Quelque part dans les éternités du vide, au sein du système Texi 221, l'existence des êtres vivants s'organise autour de la rotation. Une migration qui accorde cycliquement une sphère aux humains, une autre aux animaux, une dernière à la jachère. C'est là que la conductrice Tenika et sa reine, qui essaiment la vie dans toute la galaxie, vont un instant se poser pour retrouver l'humanité essentielle à l'accomplissement de leur destinée. Une inoubliable utopie. Donc Tenika, qui est la conductrice d'un gros vaisseau qui a l'air d'être une sorte de symbiote entre les deux, donc entre la conductrice et son vaisseau. Et dans ce vaisseau, il y a une espèce de matière qui fait que tu peux aller sur une planète morte et cette matière va ensemencer la planète. Donc voilà, donc cette conductrice, elle est en symbiose avec son vaisseau. Bon, ça, c'est pas du spoil, hein, on le comprend dès les premières pages, mais elle a besoin, à intervalles réguliers, de reprendre contact avec l'humanité pour recharger les batteries, quoi, en gros, voilà. Donc elle arrive dans un système, le système Texi 221, et dans ce système, en gros, il y a 3 planètes qui sont censées être habitées par les humains, et quand elle arrive, elle se dit, mais c'est bizarre, il y a 2 planètes qui sont vides, et il n'y en a plus qu'une seule de peuplée. Donc elle descend sur la seule qui est peuplée, et voilà. Et en fait, elle va prendre contact avec une société qui a mis en place un système très intéressant, écologiquement très intéressant, où en gros sur les 3 planètes, ils tournent, ils laissent un monde en jachère, un monde pour les animaux et un monde pour les hommes. Et du coup, c'est vachement bien, et c'est toute une espèce de réflexion écologique sur sur une solution utopique très intéressante sur comment est-ce qu'on pourrait habiter la Terre sans la pourrir, quoi, en fait. Et cette notion de jachère est très intéressante. Donc là, c'est dans un monde utopique et science-fictionnel, mais voilà, c'est typiquement quelque chose, on pourrait y réfléchir pour notre manière d'habiter la planète Terre. Donc Chloé Chevalier a fait un très joli petit livre que je vous recommande vivement. Moi, j'ai trouvé ça très très bien, ça se lit vite. C'est un livre qui fait plaisir, qui est très... comment dire? Moi, j'y ai retrouvé un petit peu des vibes Becky Chambers, dans le sens où, même s'il y a eu des passages un peu tristes, il y a eu un passage un peu triste, mais voilà, il y avait quand même ce truc, je sais pas, cette espèce d'énergie positive. Voilà,
Très très cool, donc vraiment je vous recommande. C'est un petit livre qui se déguste et qui est vraiment super agréable. Et ensuite, j'ai lu également un livre de chez POL, écrit par Elisabeth Filol, Sistership. Au début, enfin non, même pas au début, en fait je pense vraiment pendant les 95% du livre, j'étais en mode, ok, c'est hyper intéressant, mais je vois pas où je vais. Je comprends pas le but de ce livre. En fait, je comprenais pas ce que l'autrice voulait dire, mais j'ai beaucoup aimé. Elle se projette sur ce que pourrait devenir le spatial suite à ce qu'on est en train de vivre nous actuellement, c'est-à-dire le développement du New Space avec SpaceX, Jeff Bezos et compagnie, et le fait que maintenant on n'est plus sur un spatial d'État seulement, gouvernemental, mais sur un spatial privé également. Et en fait, elle fait une sorte de prospective sur comment est-ce que cette entrée du privé dans le spatial pourrait changer le game à l'avenir. Et donc, je crois que ça se passe en 2080 ou un truc comme ça. Donc c'est évidemment un peu la merde sur la Terre. Et en fait, on va suivre en fait l'évolution de ce spatial. Il y a un orateur qui est en train de faire un speech, une conférence de fermeture ou d'ouverture d'un symposium ou quelque chose comme ça. Dans le livre, on va suivre sa conférence, qui va nous distiller tout un tas d'éléments sur le développement du spatial sur les 60 dernières années. Mais c'est très bien écrit, c'est pas chiant, hein. Et en parallèle, on va suivre les journaux de la vie à bord d'un vaisseau qui part vers Titan pour y entreposer des cuves. Des cuves contenant du vivant, l'ADN vivant, des embryons, des graines, des machins. Alors, vous verrez dans le livre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et il y a une cuve qui porte un petit peu à polémique, c'est la cuve 53. Je vous laisserai voir dans le livre ce qu'il en est. Et c'est vachement bien. Mais jusqu'à la fin, on se dit, ok, mais qu'est-ce que quoi? Et genre, en fait, c'est vraiment sur ces dernières pages, tout se décante. Et où on se dit, il y a un moment où il y a quelques phrases où ça nous donne des indices et où on se dit, oh, il va peut-être se passer ça. Mais sauf que, en vrai, on le saura jamais. Donc voilà, on sait pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est toujours un petit peu frustrant les livres comme ça, mais c'était un livre qui était très bien écrit. Si vous aimez que les livres ne vous disent pas tout et restent assez obscurs parfois sur la fin, celui-ci il vous plaira sûrement. Si vous aimez l'espace, il vous plaira sûrement. Voilà, donc je peux que vous recommander. Après, si vous êtes plutôt un lecteur qui aime avoir une fin bien définie, je pense que ça sera pas forcément pour vous. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, pour ce petit bilan du Pumpkin, je pense que j'ai été bien plus efficace et droite au but que sur le Cocorico Challenge. Vous me direz en commentaire, hein, j'espère que je vous saoule pas trop de paroles. Mais je pense qu'au fil des vidéos, ça ira de mieux en mieux. Je suis en train de lire un livre que j'ai même pas lu. Je l'ai pas mis dans le Cold Winter. Je vais juste vous le montrer parce que celui-ci, il est vraiment super aussi. C'est encore une fois chez Robert Laffont, leur collection Ailleurs et Demain. C'est un livre de Catherine Dufour qui s'appelle Les Chants de la Lune. Et vraiment, je vous le recommande. C'est trop bien, c'est de la science-fiction, ça se passe sur la Lune et on va suivre un personnage qui s'occupe d'une serre à la surface de la Lune et qui est régulièrement en contact avec les habitants des cités souterraines. Et en fait, cette personne va se retrouver en contact avec une enfant dont elle va devoir s'occuper un petit peu. Il va se passer tout un tas de choses. Et là, plus ça avance et plus je me dis, plus j'émets des hypothèses sur cette personne en question, donc la personne qui s'occupe de la serre. Il va y avoir tout un tas de réflexions sur les animaux. C'est très présent et c'est très intéressant. Dans ce monde-là, il y a des animaux augmentés et c'est hyper bien. Ce thème du droit animal, et étant donné que bon là c'est presque des individus à part entière, il y a vraiment toute cette question qui est posée dans le livre et qui jalonne tout le récit et que je trouve génial. C'est un des aspects de ce bouquin que j'adore. Ça se lit assez vite, c'est pas écrit trop petit. Voilà, en tout cas c'est une collection Ailleurs et Demain que je vais suivre de très très près parce que c'est trop bien. Voilà, donc je recommande Les Chants de la Lune. Je pense que vous le verrez dans vos librairies. Et voilà.
Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour la palle du Cold Winter Challenge et je vais aller boire un grand verre d'eau parce que je suis complètement desséchée. J'ai beaucoup trop parlé et je vais me faire un thé et je vais enchaîner direct avec le montage de la vidéo du Cocorico. J'espère ne pas avoir été trop longue, je suis désolée si c'est le cas. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Et voilà, c'est tout nouveau pour moi. Donc merci à tous et n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit message, qu'on fasse connaissance. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.